Une question d'un ami ici qui demandait, est-ce que après l'expérience de Patrice Talon, faut-il encore confier le Bénin à un autre homme d'affaires si le profil se présentait? La question n'est pas à ce niveau. Je vais m'expliquer. Vous savez, l'émission, si je ne me trompe pas, l'émission parle de l'héritage de la Conférence nationale des forces vives. C'est ça, non? C'est ça, oui, le sujet principal, oui. C'est ça le sujet principal. Oui. Je vous suivais depuis un moment. Et bon, donc, si on veut qualifier la conférence nationale, on va qualifier ça de réforme majeure qui s'est opérée en 1990. Donc, dans le cadre de résoudre un problème qui était posé par rapport à la gestion de notre pays. Alors, ceci dit, nous connaissons brièvement, j'ai écouté Madame Georgia tout à l'heure qui a donné les points clés à la sortie de cette conférence. Mais il y a un truc qu'on ne souligne pas. Sinon, on ne souligne même pas du tout. Je dirais même pas d'assez, mais on ne le souligne pas parce que la conférence des forces vives de la nation 90, c'est quelque chose qui présente quand même des insuffisances. Ces insuffisances-là, moi, je vais les situer en quelques points. Donc, vous avez la conférence, elle a permis une transition pacifique du régime marxiste de Mathieu Kérékou, du général Mathieu Kérékou, vers le pluralisme. Mais cette conférence a manqué de montrer, comment on appelle, ça a montré quand même plusieurs limites. Par exemple, l'élitisme de la représentation. Donc, vous avez une représentation. Les délégués qui sont arrivés à la conférence de 1990, ils provenaient pratiquement et majoritairement de la classe politique, des élites intellectuelles, des élites instruites. Mais bon, il y a quand même eu une certaine absence de renouvellement de la classe politique. Vous allez constater que la conférence a fait un recyclage. Ils ont repris les mêmes personnes, les anciens acteurs on a réinstallés au pouvoir, n'ont pas favorisé l'émergence de nouvelles générations. Ça a mené à une certaine instabilité dans les pratiques. Et puis, bon, la corruption a persisté. Ce sont les germes qu'il y avait dans les résultats, les poisons qu'il y avait dans les résultats sortis de la conférence nationale. Il y a eu une certaine fragilité face aux défis économiques. Vous savez, quelle que soit l'idéologie que vous avez, le processus, quelle que soit l'idéologie que vous développez, cette idéologie ne tiendra que lorsque vous mettez le doigt sur le problème essentiel et que vous apportez des solutions réelles à cela. Mais si vous faites par exemple des réformes et puis vous parlez de réformes institutionnelles qui se limitent seulement à des élections, à l'élaboration d'une constitution puis à des élections, et puis vous n'arrivez pas à résoudre les causes profondes de la pauvreté, de l'analphabétisme, pour élever le niveau de compréhension et de conscience des populations, vous allez rencontrer des problèmes. Et c'est ce à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Vous avez vu que après pratiquement c'est fort, 35 ans, non?
l'héritage de la conférence est perçu, c'est menacé. Il y a des tentatives la dernière fois, de façon banale, on a entendu parler de coup d'État. Et ça, c'est comme si les Béninois s'attendaient à ça. Plutôt, personne n'était pratiquement étonné parce que nous avons, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est encore plus grave même qu'à l'époque de la Révolution. Et le totalitarisme, le despotisme, la brimade que nous observons aujourd'hui, l'écrasement de l'autre, quel qu'il soit aujourd'hui, c'est encore plus violent qu'à l'époque de la Révolution. N'oubliez pas qu'à l'époque de la Révolution, c'est vrai qu'on a embastillé des gens, c'est vrai qu'on a emprisonné des gens, il y en a qui sont morts en prison et tout ça. Mais ces gars-là, ils portaient quand même des gants, ils ne tiraient pas sur la foule. Et puis, vous aviez la possibilité d'entreprendre et pour faire vos affaires. Le gouvernement ne venait pas se mêler de vos activités pour vous arracher votre pain, vous arracher vos affaires. Sous le régime de Mathieu Kérékou, il y a eu des hommes qui ont créé des entreprises, qui ont gagné de l'argent. Il y a eu des milliardaires qui ont été fabriqués par ce régime-là. À l'époque, nous, on était encore des enfants. Mais ces insuffisances, ce n'est pas propre seulement au Bénin. C'est des insuffisances qu'on trouve dans beaucoup de cas, dans beaucoup de régimes, dans beaucoup de réformes dans le monde. Vous allez observer la même chose s'est produite en Afrique du Sud lorsqu'il y a eu comment on appelle la fin de l'apartheid. Vous avez aussi, vous voyez, quand vous regardez même aujourd'hui après combien d'années, pratiquement les mêmes années, 30 et quelques années aussi, à la fin de l'apartheid, vous avez encore une certaine persistance de l'oppression sociale. Même si l'apartheid a disparu, il y a encore aujourd'hui des disparités qui sont fortes. Moi, j'ai été en Afrique du Sud plusieurs fois. Il continue d'exister des ghettos. Et les Noirs sud-africains qui souffrent dans la précarité et pensent que les coupables de leur misère, c'est leurs frères noirs qui sont d'autres pays africains qui viennent chez eux pour profiter des avantages sur le plan social. Ils s'en prennent aux ressortissants des Zimbabwe, des Nigérians, des autres pays. Vous êtes africain aujourd'hui, en Afrique du Sud, vous avez beaucoup plus du mal à circuler que si vous étiez un Européen et que vous êtes même étranger, vous vivez en Afrique du Sud, vous êtes mieux accueilli que lorsque vous êtes un Africain noir. Mais les questions restent les mêmes. L'insuffisance, c'est d'abord sur le plan économique. Quand vous avez fait des réformes, vous pouvez faire toutes les conférences que vous voulez. Vous pouvez développer toutes les théories politiques que vous voulez. Tant que vous n'avez pas résolu la question essentielle qui tourne autour de l'économie, aucune réforme, aucune idéologie n'est valable. Vous voyez aujourd'hui, constatez ce qui se passe aujourd'hui, même aux États-Unis d'Amérique. Face à la crise économique, quand les Américains n'arrivent pas à trouver de solution, ils sont prêts à renverser la table de tout ce qu'eux-mêmes ils ont mis en place depuis 80 ans qu'ils dirigent le monde après le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ils remettent tout en cause. Pourquoi? La menace sur le plan économique. Donc c'est en disant tout ce que je viens de dire, en insistant sur ça, et puis j'ai fait le passage tout à l'heure en parlant de l'Afrique du Sud, j'ai parlé des inégalités économiques qui continuent. Les réformes agraires n'ont jamais pu être accomplies. Les pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui vit sur une sorte c'est une bombe à retardement. Vous savez, on a parlé de réconciliation nationale, et même là aussi, il y a des limites. L'échec de la transformation économique, c'est patent. Donc, ces points-là, pourquoi je quitte le Bénin, je vais en Afrique du Sud et puis je me promène? C'est-à-dire que c'est propre à la pratique humaine.
nos aînés, parce qu'ils étaient plus âgés que nous, se sont enfermés au PLM à Léjo, ils ont fait cette conférence nationale, ils sont sortis avec des réflexions, mais ces réflexions ne sont pas, les résultats ne sont pas parfaits. Dans aucune réforme d'ailleurs, venant des humains, on ne trouve des résultats parfaits. Même pas à la sortie de la conférence de Bretton Woods, qui a dessiné l'architecture du monde dans lequel nous vivons depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, et qui présente aujourd'hui, après 80 années, on voit que c'est un échec et le monde risque de plonger encore dans une crise parce qu'il y a eu des insuffisances. Je ne sais pas si si parmi vous, certaines personnes ont entendu parler, par exemple, du dilemme de Robert Triffin. Robert Triffin qui a développé, en faisant des études sur les accords de Bretton Woods, a montré que, bon, voilà, que c'était, en fait, les résultats, les décisions qui ont été prises comportaient des insuffisances qui font aujourd'hui que le système s'explose. Ce système n'a pas été parfait, n'a pas été au point pendant plus de 10 ou 20 ans. Après, on a jonglé jusqu'à aujourd'hui, on s'écroule. Ça me ramène à répondre à votre question, M. Gilles. Donc, en fait, la question n'est pas de savoir si quelqu'un est mécanicien, si la personne est menuisier ou maçon, ou si la personne a fait Sciences Po Paris ou Four Point aux États-Unis. Ce n'est pas la question. C'est-à-dire que quand on dit la politique, c'est l'art de s'occuper des affaires de la cité. Quel est le génie créatif que vous avez? Quelle est l'inventibilité dont vous pouvez faire preuve pour créer le bien-être à la majorité de la population? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous voyez à la tête d'un pays des dirigeants qui n'ont pas la solution à cette question, ils deviennent des despotes. Parce qu'ils n'ont rien à offrir, en fait. Ils refusent aux autres de s'exprimer. Ils briment tout le monde. Vous n'avez pas droit à la parole. Une phrase peut vous amener en prison pour 10 ou 20 ans. Comme si vous n'avez pas le droit de vous exprimer. C'est ceux qui sont au pouvoir qui détiennent comment on appelle, le monopole du savoir. Donc, c'est ça le problème fondamental. Vous savez, en fait, il y a une citation que j'aime bien qui vient du prophète Mahomet, qui dit que l'encre du savoir est plus important que le sang du martyr. Donc, si vous n'avez pas le savoir-faire, vous avez beau pleurer, vous avez beau couler des larmes, couler du sang, ça ne change rien. Vous pouvez aller vous exploser comme des djihadistes et faire couler, ça ne change rien. La question fondamentale réside dans le savoir. Donc, si vous mettez à la tête d'un pays quelqu'un qui a une idée de comment faire pour sortir le pays du sous-développement, la question est résolue. Celui-là n'aura pas besoin de piller les autres pour pouvoir survivre. Vous voyez pas souvent que dans certaines familles rayantes, ils n'ont jamais rien réussi de leur vie. Il suffit qu'ils deviennent président de la République, que toute la famille devienne famille d'affaires. Tout le monde devient milliardaire. C'est des milliards par décret, c'est des rentes. Quand ils dégringolent du pouvoir, si vous les voyez 6 mois, 1 an après, vous n'allez pas les reconnaître. Ils placent l'argent n'importe où, ça, ils s'écroulent. Donc, c'est qui va apporter les solutions? J'ai entendu quelqu'un là-bas tout à l'heure qui a dit qui va améliorer le plateau technique, qui va améliorer les conditions d'éducation, qui va améliorer la production agricole pour que lui ne mange pas le coton. Bon, quand bien même que je ne suis pas d'accord avec ça au complet, pourquoi? Parce que s'il a fini de manger, il faut bien qu'il s'habille. Pour qu'il s'habille, il a besoin de fibres de coton. Donc, s'il finit de remplir son estomac
et que même pour porter un t-shirt, il doit tendre encore la main vers l'extérieur pour aller importer des vêtements, il n'a pas résolu une partie du problème. Donc, c'est ce que je pense. Je pense que, pour finir, je pense que la question est de celui qui a l'ingéniosité, qui a la capacité de réfléchir et d'inventer une solution. Parce que c'est une question d'invention. Pourquoi c'est une question d'invention? Aucune solution n'est une solution universelle applicable aux États-Unis qui peut être en même temps appliquée en France et être en même temps appliquée au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire à la fois. Chaque pays doit avoir une solution qui soit adaptée à ses réalités, en tenant compte de ce qu'il y a, les paramètres qui sont des paramètres locaux, qui sont des paramètres régionaux, qui sont des paramètres continentaux avant d'aller sur le plan global. Parce que vous soyez un petit pays ou un pays moyen ou un grand pays, vous faites partie d'un ensemble régional, continental et global. Donc, ce qui se passe dans le monde doit vous interroger pour que vous puissiez partir de là-bas et définir quelle politique appliquer par rapport aux défis de développement de votre pays. Merci. OK, merci beaucoup, M. Rodriguez. Donc, les amis, tapotez, partagez le live pour qu'on atteigne les 100 cas. Donc, je vais vérifier. Monsieur Yves, est-ce que vous êtes là? Monsieur Yves, est-ce que vous êtes là? OK, il n'est pas là. Plan B, est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole maintenant? Je ne sais pas, moi je suis venu vous demander une chose et j'ai vu au moins 306 personnes qui sont connectées. Et je veux que vous communiquiez surtout sur une chose. La santé au Bénin. Bon, j'ai quitté un peu le sujet, vous m'excusez, mais vraiment, les agents de santé au Bénin, si on pouvait aussi parler de leur situation, parce que moi, je suis agent de santé et je sais ce que mes frères, même si je ne pratique plus, je sais ce que mes frères, nous vivons au quotidien. Dans le public, ça va mieux, mais dans le privé, oh, OK, monsieur Plan B. Misère. Plan B. Ça va nous éloigner du sujet. On va trouver une autre occasion. Peut-être on va organiser une émission spéciale sur les questions de santé. Sincèrement. Encore que nous avons fait beaucoup de lives sur... Oui, ces derniers jours, oui, exactement, le russe. C'est vous qui n'avez pas suivi, sinon nous en avons fait. Et après qu'après, j'en ai fait sur mon panel plusieurs fois. Donc, Okay. il faut nous écrire une boîte, peut-être on va planifier spécialement un live pour ça. D'accord, monsieur le merci à vous. OK. Monsieur Kodjo, est-ce que vous avez une autre question, c'est ça? Oui, j'ai une question. OK. Allez-y. Monsieur Kodjo, avant que vous ne répondiez, est-ce qu'elle est aussi en bas? J'essaye de lui répondre, mais mon message apparemment est muté. Nous avons un WhatsApp. Je ne sais pas si vous pouvez écrire un panafricain, il va vous mettre là-bas. Laissez vos questions et on va vous répondre là-bas. C'est mieux. Pardon, monsieur Diab. D'accord, ok. OK, monsieur Kodjo, allez-y maintenant. Oui, et monsieur, ma question va s'adresser à monsieur Rodriguez parce que la question que j'avais posée entre-temps, il a essayé déjà de me répondre indirectement. Bon, et ce que moi je demande, vu ce que vous, que ce soit pour monsieur Rodriguez, monsieur Adjavon et d'autres acteurs politiques, vu ce que vous avez subi sous ce régime, c'est le pourquoi moi je vous parle en fait. Si vous devenez président aujourd'hui, par exemple, n'allez-vous pas chercher à rendre le coup, pensant que vous rendez le coup à ceux qui vous ont fait subir des choses en faisant mal à la population? Merci.
Ok, Monsieur Rodriguez, si vous souhaitez, vous pouvez répondre à la question. La question s'adresse à moi. Oui, oui. Vous voulez savoir si je fais quoi? Si vous devenez président aujourd'hui, par exemple, Oui, oui. et vu ce que vous avez subi sous ce régime, en tout cas, je parle de tous ceux qui ont subi des choses sous ce régime, n'allez-vous pas chercher à rendre le coup, pensant que vous rendez le coup à ceux qui vous ont fait subir des choses, alors que c'est la population qui va payer comme ce que nous vivons aujourd'hui? Bon, je vais vous dire quelque chose de façon... Écoutez très bien ce que je vous dis. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien compris dans ce que je vous ai donné comme explication en partant de la Conférence nationale des forces vives de la nation. La Conférence nationale des forces vives de la nation est sortie c'est terminé sur un fond il y a des points d'insuffisance majeurs. Ils ne se sont pas penchés du tout sur le volet des défis économiques. Alors que sans défi économique, il n'y a pas de développement possible. Il n'y a pas de démocratie qui puisse tenir lorsque l'économie est fragile. J'ai entendu plusieurs fois, sur plusieurs années, et tout le temps, la force des institutions. Les institutions sont composées par des hommes. Quand ces hommes-là sont fragilisés et qui peuvent être achetés à tout moment par le premier qui leur tend des billets de banque, ces institutions ne valent rien du tout. Ils ne valent que les hommes. Les institutions, la valeur ne dépendent que des hommes qui exercent. Donc, moi, je vais vous dire quelque chose. Si demain matin, moi, Rodriguez, je suis président de la République, je ne vais pas gaspiller mon énergie à courir derrière ceux qui, soi-disant, m'auront fait du mal. Mais le système qui leur a permis de me faire du mal, je vais démolir le système. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, c'est dans mon propre rang que nous allons commencer à piller, à tuer, à emprisonner, à exiler, et on va dans un perpétuel recommencement. Et puis, je vais vous dire une chose. Monsieur, c'est Monsieur Kodio, non? Oui. Répondez-moi clairement. Moi, je suis milliardaire à l'âge, j'ai eu mon premier milliard à l'âge de 35 ans. J'ai eu mon premier million à l'âge de 18 ans. Mais qu'est-ce que je cherche? À aller me battre pour défendre la cause de la majorité au lieu de défendre mes affaires. J'ai eu la proposition de travailler plus d'une fois avec Patrice Talon qui me l'a proposé avant de devenir président des années avant. On s'est toujours battu pendant des années. Je suis un rêveur, je suis un idéaliste. Moi, je ne vis pas d'argent, je ne vis pas que de ça. Si je ne vivais que d'argent, je sais protéger mes investissements. Je ne vais pas laisser perdre tout ce que j'ai investi au Bénin pendant 35 ans. Je ne suis pas sûr que vous qui me posez cette question-là, si vous êtes à ma place, je ne suis pas sûr que vous alliez faire ça. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Bon, moi, je suis un artisan, je suis un pâtissier. Vous êtes un artisan, vous êtes un pâtissier. Si vous êtes sûr que si vous avez une pâtisserie qui vous appartient maintenant et qu'il y a quelque chose à dénoncer qui est juste à côté de votre pâtisserie, vous savez que si vous parlez trop, on viendra fermer votre pâtisserie. Vous allez parler? Oui, je suis sûr. Vous allez parler? Non. Donc, moi, j'ai pris le risque de parler et j'ai perdu 35 années d'investissement. Beaucoup de gens m'ont dit que je suis fou. Dans ma propre famille, beaucoup m'ont dit que je suis fou. Mais je suis un idéaliste, je suis un rêveur. Le fait d'être un homme qui sait gagner de l'argent ne fait pas de moi un homme sans cœur. Donc, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Je ne parle pas pour tous les individus qui ont été opprimés. Je sais qu'il y a des gens qui ont été opprimés, que la seule chose qui leur tient à cœur, c'est de rendre, de se venger, de détruire au maximum possible. Mais chacun choisit, c'est une question individuelle. Ce n'est pas une question idéologique. Il faut que vous gardez ça à l'esprit. Ça dépend, c'est une question de caractère. Il y a des personnes qui sont des personnes rancunières. Même si je connais une amie que j'admire beaucoup qui est rancunière et fière, mais bon,
il y a des personnes qui sont rancunières, qui ne démordent pas. Et bien avec quelqu'un appelé mon nom. Ah, c'est ça, il vient Ah, d'entendre. je ne sais pas. Hein. Vous avez appelé le nom de Madame Georgia? Non. Je ne sais pas si quelqu'un a osé faire ça. Hein. Monsieur Rodriguez, salut. Je ne savais même pas que vous étiez sur le panel, je vous assure. Ah oui? Non, vous voyez, Monsieur Kodjo, est-ce que vous m'avez compris? Je vous ai compris. Même si vous avez des enfants jumeaux, vous pouvez avoir des jumeaux. Il y a un qui est rancunier, bagarreur, et l'autre qui ne l'est pas. Moi, je suis quelqu'un qui me bat pour des convictions que j'ai. Je ne suis pas quelqu'un qui pourchasse les je ne suis pas capable de haine. Voilà. Voilà ma réponse à votre question. Ok. D'accord. Okay. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a permis aussi c'est-à-dire de comprendre, mais je vais toujours rester sur ma position. Moi, par exemple, supposons que moi, je deviens un président à l'heure où nous sommes aujourd'hui pour diriger le Bénin. C'est plutôt permettre à vous, ceux qui sont des hommes d'affaires, parce qu'on va mettre un système en place pour que les hommes d'affaires soient toujours dans les affaires. Parce que si vous, par exemple, vous devenez président aujourd'hui, vous allez toujours faire vos affaires comme ce que nous observons aujourd'hui. Et privilégier vos affaires et c'est-à-dire la loi d'embauche surtout, qui est là aujourd'hui, même si il y a des sociétés aujourd'hui qui sont dans ces magouilles-là au Bénin aujourd'hui où ils vous recrutent et on ne vous signe pas un contrat, on vous donne 3 mois de trucs là, après ils renouvellent 3 mois. Donc ce qui veut dire qu'un jour vous venez au travail, on vous chasse du travail. C'est pourquoi moi je dis que je ne serai plus d'accord qu'un homme d'affaires devienne président dans notre pays. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Kodjo. Mais en réalité, Talon n'est pas un homme d'affaires, c'est un affairiste. C'est une grande différence. Regardez le profil des gens comme Dangote qui ont construit des usines, qui ont bâti des choses. Talon, lui, n'a rien bâti, d'accord? Encaisser de l'argent, prendre l'argent de la caisse de l'État, ça ne fait pas de vous un homme d'affaires parce que lui, il a bâti ses richesses en prenant l'argent seulement dans la caisse de l'État. Donc, Talon n'est pas un homme d'affaires, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, on va fermer cette parenthèse. Monsieur Jassou, permettez-moi de donner une information à Monsieur Kodjo, qui soit une information valable pour tout le monde qui est sur ce plateau. Monsieur Jassou, vous avez entendu parler de Monsieur Dangote au Nigeria? Oui. Vous savez, Monsieur Dangote, à ce moment, par exemple, il a réussi à mettre en place une raffinerie qui transforme le produit brut nigérian en produit fini. Et du coup, depuis qu'il a commencé à produire, ces dernières semaines, il a atteint sa capacité maximale, qui est de 650 000 barils de pétrole jour. Vous savez, l'impact de son activité sur toute l'économie du Nigeria, je vais vous donner un chiffre. À cause de ce qu'il fait, il empêche désormais les Nigérians de sortir des devises étrangères pour aller importer des produits finis pour ravitailler le marché nigérien. La seule activité d'un seul individu qu'on appelle Dangote dans le secteur du pétrole permet au Nigeria d'économiser 10 milliards de dollars par an en devises étrangères. Vous me suivez? Monsieur Kodjo, si vous avez un président demain qui ne sait pas comment créer de la richesse pour votre pays, vous allez avoir un président, mais vous allez vivre dans la pauvreté.
Nous avons besoin de dirigeants qui peuvent créer l'économie, qui peuvent inventer quel type d'économie pour leur pays. Je vais vous surprendre. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, on n'en a pas eu. Les 60, de 1960 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 65 ans, 66 ans, n'est-ce pas? Monsieur Kodo, ça fait 66 ans, n'est-ce pas? En août, ça fera 66 ans. OK. Vous savez que la Chine a mis 35 ans pour redresser son économie et dépasser l'Occident. Aujourd'hui, se trouve en ce moment en première position sur le plan économique? Oui. Parce qu'ils ont eu des leaders capables d'inventer l'économie, appropriée à leur réalité pour dominer les autres. Il faut avoir du génie. Ne vous occupez pas de savoir si quelqu'un est un homme d'affaires ou un vendeur de meubles ou bien un menuisier ou un maçon. Celui qui a développé Singapour, qui était un tout petit pays une petite plage de pêche, un pays où il n'y avait que des pêcheurs traditionnels. Aujourd'hui, Singapour, c'est l'une des premières économies au monde en matière. Le produit intérieur brut par habitant au Singapour est le plus élevé au monde. Grâce à un seul homme, M. Lee, un individu qui a eu la vision, la capacité de transformer Singapour. Aujourd'hui, vous avez un monsieur qui se dit, comment on appelle, homme d'affaires devenu président, et que son seul affaire, c'est de piller les autres, piller l'économie, piller ce qui appartient au public, ce qui appartient à d'autres individus. Il arrache tout, il est le seul, il est le président de tout, il est le président de l'économie, il est le président de la politique, il est le président de l'oxygène, il est le président de la terre, du ciel et de tout. C'est l'expression même de l'insuffisance, ce n'est pas un homme d'affaires. Ne m'associez pas à ça, je ne le prends pas pour un homme d'affaires parce qu'il n'en est pas un. Et ce n'est pas parce qu'il est devenu président que j'ai dit ça. Je le lui ai dit avant même qu'il ne dise qu'il voudrait être candidat. Vous avez une très mauvaise définition de l'homme d'affaires. Un homme d'affaires est une personne qui exerce des activités commerciales, industrielles ou financières pour son propre compte ou pour celui d'autrui. Donc, vous pouvez être un homme d'affaires et exercer des activités économiques, financières pour votre pays, pour générer des revenus et assurer de la rentabilité. Parce que si vous êtes un président d'un pays, vous êtes comme un chef qui doit rentabiliser l'économie de votre pays. Ou bien vous ne pensez pas que vous devez rentabiliser l'économie? Oui, oui. Donc, si vous ne connaissez rien de l'économie et des finances, vous ne pouvez rien faire. Il faut pouvoir orienter, il faut prendre des décisions. Combien d'écoles ils ont ouvert au Bénin les 10 dernières années? Combien d'ingénieurs on a formés? Combien de médecins on a formés? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que si vous formez, vous dépensez, un ingénieur coûte à peu près $10 000 par an pour sa formation. L'État doit investir là-dessus. Mais si vous formez un bon ingénieur, vous savez combien de salaires vous garantissez pour le reste de la population sur une dizaine ou une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années? Le Bénin n'a rien de tout ça. Rien du tout. On a des projets, on a des programmes, soi-disant des programmes d'infrastructure surfacturés. L'argent, des prêts qui sont pris au nom du Bénin, détournés. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui est une catastrophe. Vous savez qu'un tiers du Bénin se trouve dans la main des djihadistes, pourtant des terroristes. J'ai entendu quelqu'un dire sur un plateau il y a quelques heures ou ce matin, j'entendais, on dit
Et il y a un gars qui dit qu'il a quitté Malanville jusqu'à Cotonou. Il n'y a pas de contrôle pour savoir si vous transportez des armes ou pas. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des attentats demain matin à Cotonou. Nous sommes en danger, mon frère. Merci. Ok, il y a le Russe qui avait une motion. Monsieur le Russe, vous pouvez prendre la parole. Oui. Bien, Africa. Ma motion ira sur deux volets. D'abord, est-ce que nous allons faire développer ce pays si même les opérateurs économiques qui sont censés produire de la richesse se retrouvent à s'intéresser à la gouvernance politique, c'est-à-dire pas s'intéresser au pouvoir politique? Est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte un mélange, une relation incestueuse? Je sais que tout opérateur économique doit s'intéresser à la politique, d'accord, mais lorsque l'opérateur économique qui est quelqu'un qui innove, qui réfléchit, qui est là à chercher tout le temps à agrandir la richesse, à travailler pour la nation. Moi, je pense même que l'opérateur économique est plus important dans l'histoire d'un pays, d'une nation, qu'un président qui va simplement faire 5 ans. Et c'est justement pour ça que j'ai toujours pensé à ce qu'on mette en place des tests pour protéger les opérateurs économiques comme étant des trésors d'une nation, les protéger, leur donner une certaine immunité qui fera qu'ils vont survivre à tout régime politique. Et cette immunité serait même constitutionnalisée. Vous voyez? Donc, ce serait très bien. Et les élites aussi qui vont penser à la politique doivent être des personnes bien formées, bien préparées et au patriotisme, à une certaine idéologie, au respect de la patrie et de la chose publique. C'est ce que j'ai pensé. Voilà. Maintenant, la question que je vais poser à M. Martin Rodriguez. Ah non, avant même d'aller à la question, je vais rappeler aussi à M. Martin Rodriguez que ça n'a pas été facile aussi pour Dangote au Nigeria. Nous l'avons vu presque pleurer publiquement où le politique voulait quand même lui mettre les bâtons dans les roues, où la géopolitique, l'impérialisme a semblé influencer un peu son business. Donc, je vais lui poser une question aujourd'hui et là. Si demain, on le convoquait pour une assise nationale pour le Bénin, pour projeter le Bénin dans 30 ans, dans 35 ans, qu'est-ce que Martin Rodriguez pourrait proposer pour restructurer notre pays afin que plus jamais nous ne puissions plus avoir des gouvernants de tel acabit que nous avons aujourd'hui et avoir une nation vraiment forte, bien structurée. Et si aujourd'hui les Béninois doivent l'appeler M. Martin Rodriguez en tant que père fondateur d'un nouveau Bénin, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Merci. Je vais répondre à la fin de votre question. Je vais vous dire, j'ai coutume de citer une personne que je respecte et que j'ai lue plusieurs fois. C'est celle qu'on appelle la Dame de Fer, Marguerite Thatcher, qui disait que bon, voilà, quand vous êtes un dirigeant politique, vous êtes à la tête d'un pays, vous avez l'ambition de que ce pays soit un pays prospère, n'est-ce pas, Monsieur le Russe? Si vous êtes président du Bénin demain, vous voudriez avoir un Bénin prospère, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon.